530, énigme paraît-il facile, dont Max Valentin a pu dire le 16 mars 1998, parmi les chercheurs qui s'expriment sur Minitel et affirment avoir trouvé la 530, 95% ont la bonne solution. Par contre, Max Valentin a toujours refusé de répondre aux questions lui demandant si, en 530, tout avait été décrypté. Puisqu'il possédait la solution, à savoir le résultat de la charade, peu de chouetteurs se sont véritablement appesantis sur les phrases post-charade. Pourtant, sage, vérité, devin, par exemple, doivent être compris en 530. L'auteur l'a confirmé. En route pour le décryptage et la résolution complète de la 530. Un titre, un visuel, un texte, le tout indissociable et indispensable pour résoudre l'énigme. Ouverture. Le mot ouverture a plusieurs significations. Signification traditionnelle, trou, dans un mur, lieu de passage. Nous retrouverons ce sens de lieu de passage dans les énigmes ultérieures. Mais il y a un autre sens ancien et usité encore de nos jours au mot ouverture, c'est le sens musical. En utilisant ce sens musical du mot, on trouvera, grâce au texte et au visuel, des éléments faisant référence aux énigmes ultérieures, comme dans une symphonie dont l'ouverture fait apparaître succinctement les thèmes musicaux des différentes parties de l'œuvre. Le visuel, un coq chantant, au premier plan, tourné vers l'ouest. Derrière le coq, en arrière-plan, des collines bleutées sur la moitié inférieure et une carte de France dans la lumière rosée, orangée de l'aube, puisque le coq chante à l'aube, dans la partie supérieure du visuel. Un petit œil tout rond, tracé au compas, ce qui, dans un tableau symboliste, pas du tout figuratif et un petit peu étonnant, cet œil se situe au centre des quatre coins de l'hexagone selon la formule consacrée. Et enfin, dernier élément totalement incongru sur le visuel, le coq, au lieu d'une crête sur la tête, a une plume. Enfin le texte, composé d'une charade classique du 1er au 7e, puis de 2 phrases post-charade. Rien de particulier dans la charade, très simple à résoudre, si ce n'est 2-3 éléments particuliers dans sa mise en forme. Quant aux lignes post-charade, elles sont effectivement importantes puisque sans rapport a priori avec la solution, le lieu donné par la charade, mais devant être décryptées 530. Inutile de s'appesantir sur la charade. Elle est simple à résoudre. Elle donne Bourges, mon premier, B, second et troisième ou, quatrième R, cinquième G, 6e E, 7e S, donc la ville de Bourges. En reprenant l'idée de l'ouverture dans son sens musical, on peut noter que si le premier B s'appliquait à l'énigme B, qui paraît évident, les seconds et troisièmes cherchant leur chemin s'appliquent à la 530 et à la 780. C'est donc le terme « ou » qui sera important ces deux énigmes. Le quatrième, le R, s'appliquera en 470, le cinquième, le G, en 580, le sixième, le E, en 600, et le septième, le S, en 500. Muni de tous ces éléments, il faut maintenant attaquer le décryptage proprement dit, en commençant par les 2 lignes post-charade. Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage. Pour trouver mon tout, cela peut signifier, semble signifier que nous ne l'avons pas encore trouvé, ce fameux tout. Donc il reste à déterminer. Nous savons que nous sommes à Bourges, mais nous devons déterminer le tout, l'endroit précis où nous devons être à la fin de l'énigme, la solution en tant que telle. Il suffit d'être sage. En 1993, dans les dictionnaires encyclopédiques ou les encyclopédies, si l'on cherchait à identifier quelqu'un de sage avec une majuscule, un nom propre, 2 personnages célèbres apparaissaient. Tout d'abord, Charles V le Sage et Balthazar Georges Sage, qui est le créateur et premier directeur de l'école des mines de Paris. Je traduis donc la phrase par
Pour trouver mon tout, il suffit d'être roi Charles. Et je conserve le créateur de l'école des mines pour la suite de la résolution. Car la vérité, en vérité, ne sera pas affaire de devin. Phrase étonnante par le fait qu'elle emploie le futur dans son verbe, ne sera pas. Ce qui signifie que cette phrase a son importance en 530 pour la résolution, mais que cette fameuse vérité, ainsi que ce devin, auront sans doute leur rôle à jouer ultérieurement. Il est important de rappeler ici un élément. Max Valentin a déclaré, je ne sais plus quand ni où, qu'au départ, la 530 et la 780 étaient une seule et même énigme, et qu'elle avait été scindée en deux énigmes pour des raisons pratiques lors de la réalisation de la chasse proprement dite. Donc il n'est pas étonnant que ces éléments que nous allons identifier maintenant puissent resservir immédiatement pour la solution de la 780. Mais revenons à cette phrase, car la vérité en vérité. La vérité en vérité renvoie, c'est de la culture générale, à l'évangile selon saint Jean. Cette répétition, qui s'appelle une épanalepse, est spécifique de cet évangile selon saint Jean. On le retrouve dans l'évangile selon saint Luc, je crois me souvenir, une ou deux fois, mais c'est vraiment rattaché à saint Jean. Or, qui dit saint Jean, pour la génération de Max Valentin, et donc la mienne, c'est le trésor de Rackham de Rouge. Saint Jean est donc associé dans l'imaginaire de plusieurs générations à une chasse au trésor. Apparaît ici un élément souvent utilisé par Max Valentin dans cette chasse. Les idées reçues, témoignant d'une erreur. Notez bien que c'est la première fois dans la chasse, mais que nous le retrouverons souvent. Dans ce cas précis, Saint Jean l'évangéliste n'a rien à voir avec le Saint Jean de Patmos qui écrivit l'Apocalypse, contrairement à ce que Hergé nous dit dans Le Trésor de Rackham Rouge et ce qui est communément admis. Et voici la fin de la phrase avec le fameux devin et l'utilisation du futur. Le devin, puisqu'il apparaît en 530, c'est que nous devons sans doute pouvoir l'identifier en 530. C'est logique. Par contre, il jouera obligatoirement, de par l'utilisation du futur, un rôle en 780. Pour résoudre l'énigme, récapitulons ce que nous avons trouvé. Un coq chantant au lever du soleil, le coq chante au lever du soleil, tourné vers l'ouest. Saint Jean, Charles V le sage. Pour trouver mon tout, il suffit d'être Charles, il suffit d'être roi. La ville de Bourges, donnée par la charade. Le roi Charles et la ville de Bourges amènent à Charles VII, le roi de Bourges. Et qui dit roi de Bourges, dit Jeanne d'Arc. La solution était simple à trouver. Un roi, une lumière solaire qui se lève, un Saint Jean de lumière, on pense immédiatement à Saint Jean de Luz et au mariage de Louis XIV. Le soleil se lève à l'ouest, le roi soleil commence véritablement son règne à Saint Jean de Luz lors de son mariage. Continuons la résolution. Charles VII réside le plus souvent au château de Chinon. C'est d'ailleurs au château de Chinon qu'aura lieu la première et la seconde rencontre avec Jeanne d'Arc. Le château de Chinon est également une forteresse qui contient une prison célèbre. C'est dans cette prison que fut incarcéré Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, ce qui donna lieu à la légende des graffitis. Je vous laisse vous renseigner. Il est intéressant de noter que, dans le célèbre livre Les Rois Maudits, Druon popularise la légende de la prophétie de Jacques de Molay sur le bûcher de l'île aux Juifs, aujourd'hui le square du Vert-Galant, dans l'île de la Cité, à Paris. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits! Vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération. Horace! Enfin, l'école des mines, dont Balthazar Georges Sage fut le fondateur et premier directeur, était installée à la Monnaie de Paris, qui se situe quai de Conti, en face exactement du square du Vert-Galant.
Sur l'actuel quai de l'Horloge, qui aboutit au square du Vert-Galant, se situe la première horloge publique installée à Paris par Charles V le Sage. Pourquoi s'intéresser à cette horloge du quai de l'Horloge à Paris, installée par Charles V le Sage? Eh bien parce que son descendant Charles VII, le roi de Bourges, est également lié à une horloge. Il a en effet offert à la cathédrale de Bourges, à l'occasion du baptême de son fils, la plus ancienne horloge astronomique conservée de France. Grâce aux horloges, nous pouvons donc affirmer que la solution complète de la 530, c'est-à-dire le lieu où nous devons nous trouver à Bourges en fin d'énigme et en début d'énigme suivante, est bien la cathédrale de Bourges. Nous avons la solution de la 530. Mais avons-nous véritablement terminé le décryptage de l'énigme? Max Valentin l'a souvent répété, intéressez-vous au chemin de traverse en n'ayant pas peur de quitter l'autoroute. Un certain nombre d'éléments que nous avons vus précédemment n'ont rien donné, n'ont pas été utilisés. Parmi ceux-là, dans le visuel, la plume sur la tête du coq, le coq lui-même, qui n'a peut-être pas tout donné. Dans le texte, la référence à la rage précédée de cette phrase « sans protester » qui paraît étonnante puisqu'elle n'apporte rien du tout. On peut imaginer que ces éléments étaient mis là uniquement pour faire joli, mais ce n'est pas du tout mon opinion. Et d'ailleurs, ces éléments vont se révéler extrêmement importants, comme nous allons le voir maintenant. En reprenant le visuel, les éléments non utilisés sont donc, comme nous l'avons dit, la plume, mais également les collines bleutées dans la partie inférieure du visuel, et le coq lui-même qui chante. Un coq qui chante, pour la génération de Max Valentin, c'est une pièce de théâtre hyper célèbre qui s'appelle Chanteclair. Cette pièce est de l'académicien français Edmond Rostand, celui qui a notamment écrit Cyrano de Bergerac. Ce qui est intéressant avec Bergerac, c'est que Cyrano n'a rien à voir avec la commune de Bergerac, mais que néanmoins, Bergerac célèbre Cyrano avec une statue en 93, avec 2 statues aujourd'hui de Cyrano de Bergerac. Vous savez que Max Valentin aime bien les idées reçues qui ne sont que des erreurs. Ensuite, les collines bleues. Les collines bleues, tous les petits écoliers de la génération de Max Valentin savent ce que c'est. C'était le but pour lequel sont morts leurs grands-pères, la fameuse ligne bleue des Vosges qui devait nous permettre de récupérer l'Alsace-Lorraine en 1918. Ensuite, le texte. Mon 5e est en rage. Bon, il aurait pu être en âge, en page, mais il est en rage. Mais sans protester, suit mon 4e et l'alpha romain. Alors là, je suis persuadé que des éléments importants se trouvent puisque le « sans protester » n'a aucune raison d'être dans cette phrase et définir la lettre A comme étant l'alpha romain est également totalement superfétatoire si l'on s'en tient aux règles d'une charade classique. Les éléments du texte. La rage avec sa protestation. Quand on parle de rage, on pense logiquement à Joseph Meister, le petit Alsacien qui fut la première personne vaccinée par Pasteur après la mise au point de son vaccin contre la rage. La protestation. La recherche dans une encyclopédie fait apparaître que des protestations dans l'histoire de la France, il n'y en a pas eu vraiment beaucoup. Il y en a en fait eu une. La protestation de Bordeaux. Cette protestation de Bordeaux étant celle des députés d'Alsace-Lorraine après la défaite de 1870 qui donnait l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Ces députés alsaciens protestaient contre le fait de devoir devenir allemands. Alors, que faire de tous ces éléments? Le Chanteclair, le coq qui fait lever le soleil, je pense que son rôle est de nous faire découvrir le début de cette pièce, et notamment l'acte 1, scène 2, où Chanteclair explique que, dans la fable de La Fontaine, le coche et la mouche, que cette histoire lui a toujours paru louche, et qui sait si le coche eût monté sans la mouche. Cette scène me semble être une petite clé pour l'énigme suivante. La ligne bleue des Vosges, Joseph Meister. La protestation de Bordeaux.
évoque clairement l'Alsace-Lorraine, perdue en 1870, reconquise en 1918. La référence à l'alpha romain, donc à l'alphabet, évoque clairement l'apprentissage de l'écriture, donc l'école. Le livre le plus emblématique de l'école française, lu par des millions d'enfants et d'écoliers pendant presque un siècle, de 1877 jusque dans les années 1960, ce livre de G. Bruno, vendu à 7,5 millions d'exemplaires entre 1877 et 1914, ce livre s'appelle « Le Tour de France par deux enfants ». Les indications supplémentaires du mois de juillet 1993, soit les premières indications supplémentaires données, font toutes référence au Tour de France. Le visuel s'inspire de la seule race de coq à plumes, le coq de Crèvecoeur, et elle est inspirée de l'illustration de ce livre. La référence à l'alphabet est présente dans ce livre, avec une maxime, une morale, qui nous dit « Il suffit de savoir les 24 lettres de l'alphabet et de vouloir. Avec cela, on apprend tout le reste. 24 lettres de l'alphabet. » Bon, Max Valentin aime bien les erreurs. Cette maxime est associée à une gravure de la statue de Cujas à Toulouse. Or, s'il y a une statue de Cujas à Toulouse, il y a une place Cujas à Bourges. Nous voilà maintenant arrivés en fin de décryptage de cette énigme. La découverte du livre « Le Tour de France par deux enfants » est très importante, parce qu'en fait, elle corrobore d'ores et déjà ce que nous disait la charade. Mon deuxième et troisième cherchant leur chemin. Deuxième et troisième, ils sont deux et ils cheminent. Le Tour de France par deux enfants, deux frères, cheminent ensemble jusqu'à la fin. Cela est en fait le mode d'emploi de la chasse. Tout au long de Sur la trace de la chouette d'or, nous allons devoir suivre deux traces, deux chemins simultanés, mais non pas exactement parallèles, qui, se réunissant à la fin, doivent logiquement nous donner la solution finale. Il nous faut tenter de décrypter le livre codé savamment. Max a tout organisé, la chasse et ses dangers, le grand frisson de la course au trésor, chercheur marchant vers